si vous êtes à ce rôle-là ou ce poste-là. Donc, je voudrais savoir en fait qui ici, d'abord pour commencer, est actuellement un poste de manager. Je vous laisse répondre dans le chat. Donc, qui est à un poste actuellement de manager? Ok. Je vois des non, je vois des oui, je vois beaucoup de plus un. Ok, pas mal de monde déjà par rapport à ça. Qui est actuellement plutôt un... On a du 0,5, c'est assez intéressant. 0,5, c'est intéressant, oui. J'avoue. Donc c'est un poste de manager. Ok. Qui actuellement est un poste, pas forcément un poste même un peu plus large, on pourrait dire un poste de leader. Donc ça pourrait être globalement manager, scrum master, coach agile, un poste de leadership ici. Qui peut se dire ou lead dev, j'ai un poste de leadership et je suis suivi par mes équipes. Je vois des 0,5. Ouais, il y a Scrum Master, Lead Dev. Ok, Scrum Master plus Lead Dev. Vous êtes suivi. Ok. PO, ok. Un autre qui me vient maintenant, qui est actuellement développeur. Est-ce qu'il y en a ici? Okay. Il y a un -1, c'est original aussi. Je ne suis pas qui ne veut plus être développeur. Je ne veux plus l'être, effectivement. Et pour finir, alors ça peut être aussi un poste de leadership, mais qui travaille actuellement dans le produit? Product Owner, Product Manager, Head of Product, Chief Product Officer. Travaille un peu dans le produit. Ouais. On a un peu de tout, du coup. Hein. Ouais, c'est intéressant. C'est bien qu'on ait un peu de tout, parce que justement, ça touche tout le monde, en fait, cette problématique-là. Merci beaucoup de vous être prêté à ce petit jeu avec moi. Et comme ça me permet un peu de voir un peu qui il y a. Et c'est intéressant, il y a beaucoup de tout, en fait. Donc ça, c'est super cool et ça me fait vachement plaisir de voir ça. Eh ben, écoute, je te laisse la main, Ben. Ouais, bah si tu peux passer à la slide suivante, comme ça on va pouvoir démarrer. Ouais. Déjà, bonjour à tous et à toutes et à tous. Donc juste pour se présenter rapidement, je vous remercie d'être présent à ce premier meet-up, en tout cas sur la plateforme. Moi, je suis Benjamin Amar, je suis le directeur commercial d'Eleven Labs et je suis accompagné, du coup, et c'est plutôt Benjamin qui est également, donc vous avez les deux Benjamins de la société, vous avez de la chance aujourd'hui. C'est Benjamin plutôt qui est à l'initiative de cette rencontre. Juste pour présenter très brièvement ce qu'on fait et laisser Benjamin démarrer sa conférence. Donc nous, on est une société de conseil IT en fait, où on accompagne des entreprises telles que pas mal qui sont présentes dans leur transformation digitale avec que ce soit des coachs agiles comme Benjamin, des développeurs, des product owners, product managers, sur des technologies web principalement et mobiles, et soit au sein de notre studio de développement où là on est capable de concevoir des applications de A à Z sur un mode agile qu'on maîtrise bien maintenant, et soit en renforcement d'équipe de nos clients. Voilà. Du coup, je vais laisser la parole à Benjamin pour se présenter et pour démarrer du coup. Je vous souhaite une très bonne conférence. Une dernière chose avant de passer la parole à Benjamin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on les posera à la fin à Benjamin pour qu'il puisse répondre à tout ça. Eh bien, merci Benjamin. C'est à mon tour. Donc, encore une fois, bienvenue ici pour cette petite présentation sur le leadership agile, ma vision du leadership par rapport à mon expérience. Moi, je suis agilitateur chez Eleven Labs. J'aime bien le nom, en fait. Mais en gros, moi, je suis Scrum Master, coach agile depuis pas mal d'années. Ça fait 2 ans que je suis chez Eleven. Et avant, j'étais freelance. Et avant, j'ai même travaillé en tant que chef de projet, même dans le nucléaire. J'ai été algorithmicien aussi avant, tout début de ma carrière. Donc, en fait, j'ai un peu touche à tout. J'ai un peu vu beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'en fait, je fais cette présentation ici par rapport à un peu tout ce que j'ai vécu, par rapport à tout ce que j'ai vu comme modèle, de vous présenter pour pouvoir essayer d'avoir ensemble une vision un peu globale de ce qu'est le leadership et comment vous permettre de vous développer. Donc, de développer votre leadership, parce que j'ai une croyance forte, c'est que n'importe qui peut développer son leadership. Donc, voilà pour moi. En sommaire, lorsqu'on va voir notre voyage, en première partie, on va essayer de se mettre d'accord sur ce qu'est le leadership agile.
Et pour ça, on va revenir un peu aux bases sur ce qu'est le leadership et toute la science, la philosophie, l'opérationnel qu'il y a derrière. Et après, on va reparler. Alors, je sais que j'ai beaucoup d'agilistes en face de moi ou de personnes qui sont sûrement dans du monde un peu agile, vu qu'on parle de leadership agile. On va revoir un peu rapidement qu'est-ce que l'agile vraiment, revenir aux bases par rapport à ça. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça va être développer ses forces en tant que leader agile. Et je vais utiliser un outil, on le verra, qui s'appelle la vision intégrale, pour se permettre un peu de voir quelles sont toutes les choses qu'on devrait essayer d'améliorer en nous, en fait, dans nos entreprises ou pour nous-mêmes, d'ailleurs, ou avec nos équipes. Et pour ça, en fait, ça sera en 4 parties. D'abord, ça sera sur nos comportements, comment créer des objectifs motivants et impactants en groupe. Ensuite, ce sera le travail sur soi pour développer son intelligence émotionnelle. Ensuite, le travail sur nous pour plutôt sur la culture, donc comment faire de ces points d'équipe un moment d'hospitalité. Et le E, c'est comprendre les comportements classiques de nos systèmes organisationnels. Donc, qu'est-ce que le leadership agile? Ça, finalement, je l'ai fait en 2 parties. D'abord, on va voir qu'est-ce que le leadership, tout simplement. Alors, quand j'ai regardé un peu tout ce qu'il y avait, toute l'histoire qu'il y avait derrière le leadership, le mot remonte à il y a longtemps. Mais d'abord, je vais vous parler d'une citation d'une personne que j'ai beaucoup aimé tout le travail qu'il a mis en place. Je pense que ceux qui connaissent le lean manufacturing connaissent Deming, qui est le créateur du Plan 12 to the Act, un peu l'amélioration continue et la qualité maintenant de nos jours. Et cette citation est assez forte. Le but du leadership devrait être d'améliorer les performances de l'homme et de la machine, d'améliorer la qualité, d'augmenter la production et en même temps d'apporter de la fierté au travail. Le but du leadership n'est pas simplement de trouver et d'enregistrer les échecs des hommes, mais d'éliminer les causes de l'échec, d'aider les gens à faire un meilleur travail avec moins d'efforts. Il a mis plein de choses intéressantes que j'ai soulignées. Déjà, il parle de performance de l'homme et de la machine. Dans le monde de l'IT, la machine, c'est le code, tout simplement. Là aussi l'infrastructure, mais c'est tout ce qui est lié au code. Et les performances de l'homme, c'est nos performances à nous. Quand il parlait de qualité, lui, c'était vraiment comment est-ce qu'on pouvait faire pour apporter de la valeur aux utilisateurs. C'était la qualité selon Deming, tout en diminuant le coût. D'augmenter la production pour augmenter tout simplement l'efficacité. Il parlait aussi de fierté au travail. C'était il y a 50 ans, je parle, mais c'est encore d'actualité. Et surtout, sa conclusion, c'était aider les gens à faire un meilleur travail avec moins d'efforts. C'est vraiment pour lui sa vision et le but du leadership. Quand j'ai regardé un peu d'où venait le mot leader, en fait, ça vient du vieil anglais, laedan, qui signifie aller avant les autres, comme un guide. J'ai pris effectivement le roi Arthur là-dedans, j'adore Kaamelott. J'ai pris le roi Arthur comme image du leader. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de visions différentes sur comment il est devenu un leader. Il y en a beaucoup qui parlent justement de son épée Excalibur. Il y a 2 légendes qui s'entrecroisent. Soit il l'a retiré grâce à sa force, à son rocher, et c'est du rocher, et c'est donc grâce à sa force qu'il est devenu un leader. Il y en a d'autres qui disent qu'il a été choisi comme un élu par une puissance divine, la Dame du Lac. Il y en a d'autres qui disent que c'est tout simplement le fait qu'il savait prendre des décisions. Bref, il y a un peu tout qui se mélangeait par rapport à ça, mais j'aime bien cette idée de justement une personne qu'on a envie de suivre au final. Et moi, j'aime bien l'image du phare, en fait, de le leader. Un peu, c'est comme un phare qu'on a envie d'aller voir. On se dit, au moins, il est là, ce phare, quoi qu'il arrive, il nous illuminera toujours, en fait, et on voudra aller vers lui. C'est tout moins la métaphore qui me parle, moi, sur ce qu'est un leader. Et quand j'ai regardé toutes les théories qu'il y avait sur le leadership, voilà ce que ça me faisait, en fait. Il y en a énormément. La théorie du grand homme pendant la Seconde Guerre mondiale, où on disait justement que c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui a de la force. Puis après, il y en a d'autres qui sont la théorie de l'accomplissement par la motivation. Il y a eu une approche comportementale en fonction comment on doit se comporter par rapport au comportement des gens. L'approche situationnelle qui est beaucoup utilisée, je crois encore même dans les cours en management, dans les formations en management, où je vois où il faut être soit directif, soit persuasif au vent de l'information, soit participatif et soit délégatif, et pouvoir changer sa façon de faire en fonction de l'autonomie, le niveau d'autonomie et le niveau de compétence des personnes. Il y en a un autre assez connu, surtout dans le monde de Scrum, le Servant Leadership, même si maintenant il a disparu du guide Scrum, qui est justement aider les autres tout en étant suivi.
On en a vu d'autres aussi qui sont arrivés, le leadership émotionnel, donc je parlerai un tout petit peu. Le leadership agile, qu'est-ce que le leadership dans un monde complexe qui évolue rapidement? Le host leadership dont on parle, un concept, une métaphore dont on parlera un petit peu. Puis il y en a d'autres qui commencent à émerger. Le leadership systémique, où on essaye de regarder les choses comme des systèmes, comme des causes et des effets, et utiliser des outils par rapport à ça. Le leadership holistique qui essaye de prendre un peu de tout. Puis je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres, en fait, de concepts qui vont arriver encore et encore. Et un des penseurs, justement, il y a pas mal d'années, Stockdale, dit qu'en 1974, il y aurait eu 350 environ définitions du leadership. Ça fait beaucoup de définitions différentes du leadership. J'ai fait un travail de mon côté en regardant un peu toutes les définitions qui existaient sur le leadership. Et je me suis rendu compte, dans les définitions modernes et même les définitions anciennes, il y a vraiment deux aspects, pour moi, qui ressortent à chaque fois ou quasiment à chaque fois. D'abord, l'influence exercée sur un groupe. Le deuxième, l'atteinte d'un objectif commun. Donc vraiment, dans le leadership, il y a ces deux choses-là. L'influence sur un groupe, donc on ne parle pas juste un à un avec un individu, il y a vraiment un concept de groupe dans le leadership. Et le deuxième, c'est l'objectif, qui est commun à tout le monde, qui est visible pour tout le monde. Et finalement, c'est un peu ce que je vais retenir comme définition que je vous partage sur le leadership. Ça serait l'influence exercée sur un groupe pour atteindre un objectif commun. Ça serait tout simplement une définition un peu, prenant un peu de manière globale tout ça. Donc ça, c'est pour la partie leadership. Maintenant, on va parler plutôt de l'agile. Alors, qu'est-ce que l'agile? Revenons à la base. De base, c'est un manifeste pour le développement agile de logiciels. Alors pour ceux qui, je pense que peut-être tout le monde l'a vu ici, peut-être il y en a qui ne l'ont pas vu et donc vous le découvrez. Mais le mot agile, comme il a été créé par ces 17 consultants, c'était il y a 20 ans d'ailleurs qu'il a été créé. Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique en aidant les autres à le faire. Ces expériences nous ont amené à valoriser les individus plus que les processus et outils, les logiciels opérationnels plus qu'une doc exhaustive, la collaboration avec les clients plus que la négo contractuelle, l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments, mais privilégions les premiers. Et comme je disais, ça fait 20 ans qu'il existe, donc joyeux anniversaire aussi au Manifeste Agile, c'était en février de l'année dernière. C'était, je crois, les 12 et 13 février, je me trompe peut-être. Il y a eu d'ailleurs plein de conférences, plein de choses par rapport à ça qui ont été faites. Plein d'autres conférences aussi sur le leadership agile, justement. Et je vais vous partager quand même quelques citations intéressantes parmi ces créateurs de ce manifeste agile qui m'ont marqué. Il y en a deux personnes, il y aura Alistair Cockburn et Uncle Bob. Alistair Cockburn, alors la légende dit que agile est livrer tôt de la valeur métier et réduire la bureaucratie. Il l'aurait dit dans un ascenseur, un PDG. En fait, il y avait un PDG qui lui disait « Ah, vous êtes monsieur Agile. Alors, expliquez-moi un peu ce qu'est l'Agile. » Et donc, il n'avait pas beaucoup de temps pour expliquer à Alistair à ce moment-là. Donc, il semblerait qu'il lui ait dit, c'est la légende qui le dit, Agile, c'est livrer tôt de la valeur métier. Le PDG lui a dit « Ok, je vois. Et quoi d'autre ?» Et il a dit « Réduire la bureaucratie. » Et semblerait-il que ça a permis justement de changer un petit peu plus la culture de l'entreprise, rien que d'avoir fait ça. La légende. La deuxième personne, c'est Uncle Bob, que l'on ne présente plus, qui est quand même celui qui a permis que le manifeste agile existe, qui est un développeur, un architecte de renom. Pour lui, agile est une discipline de développement logiciel pour des équipes de taille petite à moyenne. Donc il y a vraiment l'idée de taille qui est importante pour lui. Agile n'est pas aller plus vite. Agile, c'est détruire l'espoir. Les données produites par une bonne équipe agile fournissent une froide dose de réalité au manager et attendent pour qu'il puisse manager. C'est assez fort ce qu'il dit et c'est assez vrai parce que je vais beaucoup parler justement de cette problématique de réalité qu'on peut avoir par rapport aux rêves qu'on peut avoir en général. Et agile, c'est détruire l'espoir, c'est très fort. Je crois qu'il a même dit à un moment dans son dernier bouquin Teen Agile, agile, c'est savoir dans quelle merde vous êtes. Je trouve que c'est pas mal comme image. En résumé, une définition simple du leadership agile pour moi par rapport à ce qui s'est dit. On reprend l'idée d'influence, on reprend l'idée d'objectif, mais là on pense plus partage, on pense plus équipe petite, influencer des équipes petites à moyennes dans l'atteinte d'objectifs co-créés en s'adaptant. J'ai envie de dire post-scriptum, encore une autre définition. Et c'est un peu à l'idée d'essayer de se mettre une base ensemble
sur ce qu'est une définition simple de ce leadership agile, tout du moins pour le reste de la conférence. Ce n'est qu'un exemple. Évidemment, on peut rajouter des choses, etc. J'ai essayé de faire très simple. Notre réalité, tout de même, c'est qu'on est dans des entreprises qui sont encore de cette manière, très silotées, avec des échelles individuelles, rarement collectives, où on a des silos en fait qui sont créés et on se parle très peu en général. Pourtant, je disais que c'est important d'avoir des concepts d'équipe, donc avoir des concepts de relation entre les personnes. Et le leadership agile, en fait, et le monde agile dans lequel on est, il est vraiment complexe. Imaginez que l'image là que vous avez devant vous, en fait, les petits points, c'est les individus dans votre organisation. Les traits, c'est les liens qui existent. Et tout change tout le temps. On communique d'une certaine manière, on va parler à certaines personnes, pas à d'autres, moins à d'autres, plus à d'autres, etc. Tout est complexe, en fait, dans notre organisation. Et les organisations, c'est des relations qu'il y a entre nous. C'est ça qui est le fondement de nos organisations maintenant. Et le leadership agile, je dirais, il est complexe et paradoxalement, le but, c'est de simplifier le travail et ça permet aussi de créer une sécurité psychologique. Les outils que je vais vous donner et dont on va parler, le but, simplifier le travail pour les personnes et créer une sécurité psychologique. Il y avait eu une étude de Google Rework qui disait qu'environ 80% de l'efficacité d'une équipe provient de la sécurité psychologique, la sécurité des personnes, ce qui veut dire tout simplement pouvoir dire ce qu'on pense sans qu'on nous dise c'est nul ton idée. Donc de donner un signal, on va dire, qui décourage, en fait, qui démotive. Donc ça, c'était pour une définition rapide du leadership agile. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, développer ses forces en tant que leader agile. Et pour ça, je vais utiliser un outil que je connaissais déjà il y a quelques années, qu'on m'a reparlé récemment dans une formation que je fais actuellement. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'utiliser ça comme outil pour essayer de voir qu'est-ce que pourrait être un leader agile mature par rapport à ma vision, effectivement, parce que là, je suis vraiment dans le partage de ma vision. Et ça s'appelle la vision intégrale. Je vais vous l'expliquer. Il y a 4 cadrans, en fait. Et c'est un modèle, et comme tous les modèles sont faux, mais certains sont plus intéressants que d'autres. Donc celui-là permet de simplifier un peu la réalité complexe dans laquelle on est. La première partie en haut à gauche, c'est le jeu individuel subjectif, c'est-à-dire ce qui appartient à nous et qui n'est pas visible des autres. Nos valeurs, nos croyances, nos principes. En général, par exemple, comme j'ai dit une croyance forte au début, c'est je crois que tout le monde peut développer son leadership. Donc ça, c'est une de mes croyances à moi, subjectives à moi. Le ça, c'est l'individuel objectif, donc ce que les autres personnes peuvent voir de vous. Vos comportements, les objectifs aussi qu'on peut se mettre en place, les actions qui sont des comportements qu'on peut mettre en place. Donc ça, le jeu, c'est à moi individuel, les valeurs, les croyances pas visibles. Le ça, c'est les comportements, ce qui est visible des autres, ce que je dis, ce que je fais avec mes mains, par exemple. Après, on rentre dans la dimension collective. Collectif subjectif, donc c'est le collectif pas vraiment visible. Donc c'est toutes les règles de communication, par exemple, qui viennent de nos valeurs, etc., qui se voient, par exemple, un conflit de valeurs qui se voit pas vraiment, en fait, entre deux personnes. Par exemple, quand il y a un conflit, ça peut être un conflit de valeurs. Le problème des valeurs de l'autre, c'est qu'on les voit pas. Donc c'est pour ça que je parlais de communication et je parle surtout de culture. La culture, finalement, c'est un ensemble de valeurs, de principes, de croyances. Par exemple, dans une entreprise, dans une organisation, dans n'importe quel groupe, en fait. Mais c'est quelque chose qui est pas forcément visible, en fait. Et le E, c'est plutôt le collectif objectif. Donc là, c'est les choses de nos organisations qui sont visibles. Les normes qu'on peut avoir, qui peuvent être écrites, les structures comme un organigramme, la systémie. Le concept de systémie, en fait, c'est de voir les choses comme des systèmes et voir les comportements des autres personnes. Donc tout simplement, le E, c'est les comportements des autres. En fait, les choses visibles des autres. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire ça pour un leader agile qui est mature. Dans le jeu, alors je vais peu parler des valeurs, contrairement à toutes les conférences que vous allez voir, je pense, sur le leadership agile en général, on vous parle tout le temps des valeurs. Moi, j'ai fait le pari inverse de ne pas parler des valeurs, en fait. Juste à ce moment-là, parce que j'aime bien les valeurs de l'extreme programming, qui sont le courage, le feedback, la simplicité, la communication et le respect. Et c'est bien beau de parler de valeurs, mais en comportement, ça veut dire quoi, en fait, ces valeurs-là? Qu'est-ce qui fait que ces valeurs, on se comporte
avec ces valeurs-là. Donc, je vais plutôt parler de quelque chose, en fait, qui pour moi est important, les émotions. Alors ça, c'est la roue des émotions, j'en parlerai, j'ai tout un passage sur cette conférence là-dessus. Donc, j'en parlerai après. Dans les comportements, il y a pas mal de comportements possibles. Par exemple, l'écoute, savoir écouter les personnes, donc ne pas les interrompre quand elles sont en train de parler, et vraiment les écouter, essayer de les comprendre, même de laisser des temps de silence une fois que la personne a fini de parler, pour montrer qu'on l'écoute. L'assertivité qui est vraiment de dire ce qu'on pense sans vouloir blesser l'autre. Et ça, c'est surtout ce dont je vais parler, les objectifs. Parce que je me suis rendu compte qu'on a des vraies problématiques au niveau des objectifs en entreprise, donc revenir un peu aux bases par rapport à ça. Et on avait vu le leadership, sans parler d'agile, c'est l'influence sur un groupe et les objectifs communs. Donc c'est très important de faire des bons objectifs. Ensuite, dans le nous, alors on va voir un modèle qui s'appelle le host leadership, le leadership de l'hôte et comment faire pour que ça soit nos points d'équipe soient un peu comme des soirées pleines d'hospitalité, en fait, donc pour une forte sécurité psychologique. Mais il y a effectivement, par exemple, des outils comme la communication non violente, ou pour d'autres personnes, j'en parlerai quasiment pas, j'en parlerai même pas vraiment, pas de ce point-là, la spirale dynamique, pour ceux qui connaissent, qui sont vraiment des systèmes de valeurs. Et enfin, il y a le E, donc c'est parler des organisations, des types d'organisations qui existent, et parler un tout petit peu de systémie, donc ce que c'est en fait, et comment ça peut être utile pour pouvoir en discuter avec vos équipes et pour pouvoir peut-être avoir des prises de conscience par rapport à ça. Donc, on va un peu tout voir. Et d'abord, j'ai dû faire des choix. On ne peut pas tout développer en 45 minutes, 1 heure. Donc, je vais vous parler des 4 choses que j'ai choisies, qui sont pour moi des priorités à essayer d'améliorer. Dans le jeu, c'est sa compréhension de ses émotions. Dans le ça, c'est sa façon de créer des objectifs. Dans le nous, c'est sa culture d'équipe. Et dans le E, c'est sa compréhension des différents systèmes organisationnels qui existent. Et pour commencer, je vais commencer par les objectifs. Comment co-créer des objectifs motivants et à impact en groupe? En fait, c'est assez difficile. Je me suis rendu compte de mon expérience que faire des objectifs, c'est dur. J'ai même eu une équipe, la dernière équipe avec qui j'ai travaillé, où finalement, il y a eu des abandons de mettre en place vraiment des objectifs parce que c'est difficile, ça prend du temps, etc. Ça demande de la rigueur, c'est vrai. Mais comme on disait avant, leadership sans objectif, ça colle pas, en fait. Donc, s'il n'y a pas d'objectif, en fait, c'est qu'il y en a un qui n'est pas visible. Par exemple, c'est finissez toutes les tâches sinon. En fait, l'idée, c'est plutôt de les rendre visibles, ces objectifs. Je me suis inspiré des travaux de John Whitmore. C'est un des pionniers, on va dire, du coaching professionnel et du leadership. Et pour lui, il y a 4 types d'objectifs. J'ai un peu modifié pour que ça aille vraiment dans le monde de l'IT et que ça vous parle encore plus. Il y a d'abord l'objectif rêvé, l'objectif final, l'objectif du produit et l'objectif d'itération. Donc l'objectif de sprint, pour ceux qui connaissent bien Scrum. Il y a vraiment, d'après John Whitmore, 4 types d'objectifs que moi j'ai remis un peu à la sauce Scrum, on va dire. Le premier, c'est le rêve. C'est la mission du groupe. Je rêve qu'on fasse une transformation, la transformation de notre banque en une banque vraiment du futur, digitale. C'est le rêve, par exemple. L'expression concrète de ce rêve à long terme, c'est dans 5 ans, nous pourrons dire que notre site web a été complètement refait, que la structure organisationnelle a été refaite, qu'on ait eu plein de feature teams, qu'on ait mis en place telle chose et telle chose. L'objectif concret du but du produit à moyen terme, donc par exemple 2 à 3 mois, en général c'est un bon moyen terme. Là par exemple ça pourrait être, on met en place des premières équipes agiles puisque on n'a quasiment rien. Ça pourrait être le but de notre service, de notre produit à ce moment-là. Et un objectif court terme et 100% sous le contrôle des équipes, la mise en place d'une équipe pilote. Par exemple, sur un objectif court terme, on va mettre en place avec une formation sur 2 semaines, sur former les personnes, etc. Donc ça, c'est vraiment, faut vraiment voir un peu comme dans Scrum, où on a des épiques, des énormes épiques, des épopées, en fait, des grosses histoires qu'on veut découper petit à petit. C'est l'idée, pareil, des objectifs à découper. Les choses importantes, c'est que le rêve, c'est le rêve. C'est pas la réalité. Souvent, je vois des objectifs, on confond les objectifs rêvés avec les objectifs réalistes. Et le plan final, en fait, c'est pas un plan d'action. Je vois beaucoup d'entreprises qui, par rapport au rêve, vont essayer de concrétiser pendant des mois et des mois et des mois, travailler sur un plan d'action pour réaliser ce rêve, qui n'est qu'un rêve. Par contre, les objectifs produits, c'est un objectif pour vos utilisateurs, pour les personnes qui vont faire ça. Et l'objectif d'itération, c'est un objectif qui appartient à l'équipe et qui a un impact
sur des utilisateurs, sur des clients. C'est quelque chose qui a un impact. Et surtout, qui vous appartient. Il est sous votre contrôle. Et Dave Stodden, très récemment, a fait cette citation, moi qui me parle beaucoup, et c'est pour ça que je vous la transmets. L'erreur la plus fondamentale des 3 dernières décennies est d'essayer de concevoir un état futur idéalisé, plutôt que de travailler le potentiel évolutif de l'ici et maintenant, les possibles adjacents. Il est impossible d'obtenir un consensus dans le premier cas, et c'est bien plus facile dans le second. L'idée qui me dit derrière, c'est que concevoir un rêve trop longtemps, c'est une erreur. La réalité, elle va nous rattraper. Un objectif se doit d'être réaliste pour être motivant. Et il y a un gros souci de réalisme, généralement dans les objectifs qu'on peut avoir. Pourtant, on nous parle beaucoup des objectifs SMART, et dedans, il y a le réalisme. Mais on ne se pose pas vraiment cette question, on l'évite un peu, cette question de réalisme par rapport à l'objectif. Et donc, je vais vous parler rapidement de SMART. Donc, quelles sont les questions que vous pouvez vous poser, par exemple, dans une équipe Scrum en sprint planning, parce que c'est là qu'on co-crée des objectifs. Quand vous êtes product owner ou product manager sur des objectifs produits, ou même pour des objectifs d'itération, vous faites partie des équipes normalement en tant que product owner, c'est comment est-ce que vous pouvez faire pour spécifier vraiment ces objectifs et pour les créer. Normalement, vous venez, par exemple, les product owners souvent viennent avec une idée d'objectif et après essayent de le co-créer avec les équipes. Donc l'idée, c'est ensemble de se prendre du temps pour se poser ces questions. D'abord spécifiques. Comment est-ce qu'il peut être clarifié? Est-ce qu'on peut, par exemple, l'expliquer simplement à l'extérieur de nos groupes? Est-ce qu'on peut l'expliquer simplement à notre hiérarchie? Quelle simplification on pourrait y rapporter alors? Donc, spécifier vraiment l'objectif pour le rendre simple. Si vous n'arrivez pas à l'expliquer à l'extérieur, c'est que votre objectif, il n'est pas spécifique. L'idée de mesurable, comment pourrait-on savoir clairement que notre objectif sera atteint? Donc, quand est-ce qu'on a atteint notre objectif, en fait? Est-ce que la mesure, elle vient de nous ou bien vient-elle de nos clients? Je pense par exemple au Net Promoter Score ou à ce genre de KPI. En fait, est-ce que c'est des mesures qui viennent de nous, par exemple une qualité technique interne, ou est-ce que c'est quelque chose qui est dépendant du marché? Est-ce que notre mesure est opérationnelle aussi? C'est important de se poser cette question, puisque moi je vois beaucoup de KPI en général. Moi je dis souvent déjà, passer plus de 4-5 KPI pour essayer de voir l'efficacité d'un groupe, ça devient déjà beaucoup trop. En fait, on peut vraiment simplifier les choses, on reste dans la simplicité. Et je rappelle le manifeste agile, un des principes, c'est la principale mesure d'avancement, c'est l'avancement opérationnel. Par contre, je veux juste mettre un bémol sur cette mesure. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'une citation. If you can't measure it, you can't manage it. Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas le manager. Cette citation n'a jamais existé. Et en fait, la citation, c'est tout l'inverse. Il est faux de supposer que si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas le gérer. Et c'est un mythe qui est coûteux. C'est-à-dire que des fois, vous devrez quand même prendre des décisions en tant que leader, sans avoir la data. On ne peut pas avoir absolument la data sur tout. L'exemple typique, c'est donnez-moi la data sur le bonheur d'une équipe. Vous pouvez essayer de mettre des mesures, par exemple, entre 0 et 10, de satisfaction, de bonheur, etc. Mais c'est une estimation qui est vraiment, c'est une estimation. En fait, c'est pas la réalité, et ça, on peut pas le mesurer. Donc, juste attention par rapport à cette mesure. Essayez toujours d'avoir des mesures le plus opérationnelles possible. Et si jamais c'est des mesures plus psychologiques, par exemple, le NPS est une mesure plus psychologique quand même. Attention, des fois, votre intuition aussi peut être utile en tant que leader par rapport à ça. Ensuite, accessible. Est-ce que l'objectif, il est sous notre contrôle ou pas? Est-ce qu'il est dépendant avec d'autres équipes? S'il est dépendant avec d'autres équipes, comment est-ce qu'on pourrait faire pour le découper, pour qu'il soit uniquement dépendant de nous? Pour les objectifs d'itération, c'est très important parce que si vous faites des objectifs qui sont dépendants de fournisseurs, qui sont dépendantes d'autres équipes, il y a de grandes chances que vous ne réussissiez pas votre objectif. Donc, comment le découper, cet objectif? Aussi, j'aime bien rajouter, est-ce qu'il est donné de manière positive? Par exemple, dire ne plus faire, arrêter de, etc. C'est plutôt négatif, c'est pas très motivant, c'est moins motivant, mais plutôt qu'est-ce qu'on commencerait à faire, qu'est-ce qu'on voudrait faire de nouveau. Le côté réaliste, donc, comme je disais, est extrêmement important, et toujours se heurter à cette réalité. Et donc ça, c'est mesures opérationnelles. Est-ce que l'objectif est réaliste? Et quelles sont les difficultés qui nous empêcheraient de l'atteindre? Comme je disais, c'est une question hyper importante dans les objectifs maintenant. Souvent, c'est un rêve, pas la réalité. Et le temporel, quand on est sur du court-termiste, c'est bien. Quand on est sur du long terme, le temporel, ça va devenir compliqué. Mais c'est bien d'avoir une idée
quand même de quand on voudrait le faire, au moins une marge, une échelle d'erreur. Pour quand l'objectif donc devrait être réalisé? Est-ce que la date est trop lointaine? Et si oui, comment mieux découper notre objectif? Je suis un partisan des objectifs courts à très très court terme. Comme le dit Dave Snowden, c'est partir de l'ici et de maintenant. Donc c'est faire des objectifs très très court-termistes et en faire plein de petit à petit, incrémentalement. Et moi, mon expérience et mes propositions, un objectif à plus d'un mois ne veut pas être un objectif à engagement de résultat. Il y a beaucoup trop de variables inconnues. En fait, ça devrait plutôt être un engagement de moyens. On va essayer, on va donner tout ce qu'on peut en tant que personne pour arriver à cette possibilité. Mais dès que c'est plus d'un mois, c'est pour ça que d'ailleurs Scrum, qui est les objectifs d'itération, normalement une itération c'est pas plus d'un mois. Certes, on peut avoir des objectifs produits, mais comme je disais par rapport aux objectifs produits, ça peut être des mesures pas totalement opérationnelles et pas totalement sous votre contrôle. Donc avoir un engagement de résultat. Je prends un exemple, on veut passer notre taux de rebond sur notre site web. Là, il est notre taux de rebond, il est un peu élevé, on voudrait le diminuer de 1%. Par exemple, on n'a pas spécialement le contrôle sur ça. Par contre, la question à se poser, c'est sur quoi on a le contrôle pour essayer d'atteindre ça. Et donc, mes propositions, par exemple, pour les managers, expérimenter des objectifs individuels, déjà puisque vous êtes manager, et collectifs aussi. Donnez les clés à vos équipes pour qu'ils puissent orienter eux-mêmes leurs objectifs en toute autonomie. Par exemple, justement, en leur présentant des questions, comme ça, comme les questionnements pour essayer de créer des objectifs SMART, vos partages, si c'est un bon objectif ou pas, et sachez les laisser faire après, le moment venu. Pour les product owners, expérimentez des co-créations d'objectifs produits et d'itération avec vos équipes. Et vérifiez d'ailleurs ceux qui sont sous votre contrôle, interne et opérationnel, à ceux qui ne sont pas sous votre contrôle, principalement les business, et essayez de bien faire cette distinction entre ces deux types d'objectifs. Au niveau des Scrum Masters, expérimentez des ateliers de facilitation, des questionnements, pour amener vos équipes à co-créer des objectifs produits et d'itération, les améliorer petit à petit, incrémentalement. Il y a plein d'ateliers possibles. Regardez par exemple les Liberating Structures, les structures libérées. Vous aurez plein de petites idées sur comment créer vos ateliers. Je vais pas vous donner là un atelier typique de le faire parce que c'est à vous en fait de le créer, ce type d'atelier. C'est vous qui connaissez le mieux votre entreprise, votre mission, là où vous êtes, votre organisation. Donc c'est à vous de créer ces ateliers. Et pour les développeurs, expérimentez avec votre équipe des objectifs simples opérationnels, ça peut être des objectifs techniques, voire aussi des idées d'objectifs business, d'objectifs produits qui vous aideront. Donc n'hésitez pas aussi à poser ce genre de questions, ces questions SMART, en fait, par rapport à ça. En conclusion, par rapport aux objectifs, ayez tous vos objectifs d'équipe visibles pour le plus grand nombre en entreprise et faites des objectifs à court terme et très court terme en priorité. En fait, j'irais même beaucoup plus loin que ça. Oubliez les roadmaps. Créez des vrais objectifs. Les roadmaps, c'est des rêves. Toutes les roadmaps sont des rêves puisque toutes les roadmaps sont à des mois et des mois et des mois et des mois. Essayez plutôt de créer des objectifs simples. Et si vous vraiment voulez avoir un état désiré, un état idéal, ce qui est très bien, il n'y a pas de souci, c'est juste une phrase, un objectif rêvé. C'est une phrase, en fait, ça ne doit pas être un plan. C'est juste une phrase, c'est une vision derrière à partager. Donc ça, c'est sur la partie développer sa façon de créer des objectifs. Maintenant, on va parler des émotions. C'est la partie la plus grande. J'avoue, sur les objectifs, c'était la plus longue. Donc là, on va parler un peu des émotions, en fait, parce que les émotions sont le langage de notre cerveau et sur comment développer son intelligence émotionnelle. Alors, ça, c'est un modèle. Les coachs appellent ça l'index de conscience, tête, corps, cœur. Les thérapeutes appellent ça la cognitive behavioral therapy. Moi, j'appelle ça la manière de comprendre, en fait, comment nos émotions, nos pensées et nos comportements sont liés. En fait, tout simplement, ces trois choses que je viens de dire, les émotions, nos comportements et nos pensées sont toutes liées. En fonction de ce à quoi on pense, nos émotions, nos comportements vont changer. En fonction de comment on se comporte, pareil, nos émotions, nos pensées vont changer, etc. Le but, c'est pas de savoir de la poule et de l'œuf lequel arrive en premier, est-ce que c'est l'émotion, les pensées. C'est juste qu'elles sont toutes liées, en fait, par rapport à ça. Donc, si on change nos émotions, le jeu, donc, on va peut-être changer le ça de la vision intégrale, nos comportements. Les 4 émotions principales, c'est la joie d'abord. C'est l'émotion de base, c'est l'émotion sur laquelle on a toujours envie de revenir. L'envie de partager sa joie, le sourire. Ça, c'est ce que les neurosciences nous disent, semblerait-il, que c'est l'émotion de base. On a envie toujours de revenir à la joie. La tristesse, c'est l'énergie pour faire le deuil. C'est quelque chose qui est lié au passé, ça peut être dans le changement. Justement, il y a de la tristesse, forcément, qui va se dégager. Cette tristesse est une énergie pour nous aider à faire le deuil.
La colère, c'est répondre à un besoin qui est inassouvi. C'est lié au présent, hein, maintenant. C'est, voilà, j'ai un besoin de respect, j'ai un besoin d'harmonie, j'ai un besoin de justice. Donc ça, c'est la colère. Et la peur, elle indique un danger qui est perçu. Et elle est très liée au futur. Il y a eu une étude qui, en moyenne, dit que 8% de nos peurs sont réelles dans le monde actuel, hein, et 92% sont totalement fausses, en fait. Et c'est juste une imagination de nos pensées, en fait, qui influe. Je disais, les pensées influent sur les émotions. Notre pensée, notre cerveau reptilien qui influe sur nos émotions en disant « aie peur » derrière. Il y a eu un papier récemment de l'INSERM qui dit que quand on arrive à nommer ses émotions et les émotions des autres, on arrive à encore mieux les gérer. Notamment, toujours pareil, hein, c'est notre pensée qui peut aussi nous aider à diriger nos émotions. Et en parlant des niveaux d'intelligence émotionnelle, ça c'est mon modèle. Comme tous les modèles, ils sont faux, mais c'est juste une idée. L'émotion est refoulée. Je vais prendre un exemple typique, le point quotidien du matin. Il y a un développeur qui arrive en retard systématiquement, en fait, et le Scrum Master, on va prendre un Scrum Master ici, voilà, il a le sentiment qu'il va avoir, ça peut être de la frustration, de la colère, en fait, parce qu'il a un besoin, on va dire ça tout de suite, il a un besoin de respect, il a un besoin que l'heure c'est l'heure, et pour lui c'est un besoin de respect, en fait. Donc le niveau 1, c'est l'émotion est refoulée. Là, le Scrum Master, il va rien dire. Il garde ça en lui, en fait, cette colère. Aucune poker face. Enfin, ok, très bien, il est en retard, je dirais. Pourtant, il est en colère, intérieurement, je rappelle. Le deuxième, l'émotion, elle est racketée. Elle s'exprime par une autre émotion. La plus connue, c'est le rire du pendu. C'est quand, par exemple, vous êtes en colère, triste ou peur, et qu'à la place d'avoir cette émotion, vous riez, en fait. Donc, vous cachez votre émotion avec une autre. Par exemple, quelqu'un qui me fait, j'ai eu le cas récemment dans un coaching, je suis gêné, qui rit, en fait. Mais il y en a plein qui font ça. Quand je suis gêné, je me mets à rire. Pourtant, c'est une gêne. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une autre émotion que la joie. Pourtant, elle en rigole. Donc, elle est racketée. La troisième, elle est exprimée sans contrôle. Là, l'exemple dans le point quotidien, c'est oh, j'en ai marre que tu arrives tout le temps en retard, ça m'énerve. Tu m'énerves, par exemple. Ça, le tu m'énerves, c'est un bel exemple d'émotion exprimée sans contrôle. On parle pas de sa colère, on parle tu m'énerves. Donc là, c'est quand on explose, qui est très souvent lié au fait qu'on retient les choses et qu'on cache les émotions par rapport aux autres. La quatrième, c'est l'émotion est exprimée de manière authentique. Je suis en colère. On reprend l'idée du point quotidien. C'est le développeur arrive en retard. Voilà, j'ai remarqué que tu étais encore en retard. Je suis en colère. J'aimerais qu'on en parle. Donc là, elle est exprimée au moins de manière authentique. L'émotion est exprimée cette fois par un ressenti et un besoin. Ça va commencer à vous faire penser à la communication non violente, pour ceux qui connaissent. Donc c'est d'abord dire à la personne, voilà, tu es en retard, je suis en colère, et moi j'ai un besoin de respect. En fait, c'est de la politesse pour moi, un besoin de politesse, que les gens arrivent à l'heure. Donc j'aimerais qu'on en parle. Voilà, là on commence à parler de son ressenti et parler de son besoin. Un cran au-dessus, on parle de non-violent. Donc là, c'est j'observe factuellement. Je dis mon sentiment, je dis mon besoin, je fais ma demande courageuse. Par exemple, c'est j'ai remarqué que les 3 dernières fois au point quotidien, sachant que le point dure 15 minutes, t'es arrivé au maximum, t'es arrivé les 3 dernières fois entre 5 et 10 minutes de retard. Je suis frustré, je suis en colère en fait, pour te le dire, parce que j'ai un besoin de respect, j'ai un besoin d'harmonie en fait dans le groupe. Donc j'aimerais qu'on puisse en parler dans l'après-midi si tu es d'accord. Le niveau 7, c'est encore un petit peu au cran au-dessus. Donc là, c'est toujours pareil, sauf que là, on est dans la co-construction possible d'une solution et il n'y a pas d'attente. Donc je reprends la même démarche qu'au début, sauf que dans la demande, par exemple, je vais dire est-ce que ça t'irait si on vient en discuter à 14h ensemble pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir se mettre d'accord par rapport à ça. Donc si la personne dit non, j'ai pas envie, tant pis. C'est comme ça. Là, c'est un degré au-dessus. C'est vraiment un recul total sur ce qui se passe, sur ce qui est en train de se passer. L'idée par rapport à ça, c'est de vous dire généralement dans quel niveau d'intelligence vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt au niveau 1, niveau 2, niveau 3 en général, en fait, et vers lequel alors vous voudriez aller. Ne sautez pas d'étape. Ça, c'est mon conseil, en fait. C'est si vous êtes dans le niveau 4, vous arrivez à exprimer facilement vos émotions, tout de même, mais il n'y a pas encore la forme, commencez à parler de vos besoins. Ne sautez pas d'étape, en fait. Et
c'est un nouveau comportement à avoir, donc c'est quelque chose à refaire, à s'entraîner, encore et encore. Ça peut être dans le milieu professionnel, mais aussi dans le milieu personnel, à faire ça, avec ses amis, ou autre. C'est quelque chose à se développer, à soi. Donc ça, c'était pour développer sa compréhension de ses émotions. Maintenant, on va développer la culture d'équipe. Et je vais vous parler d'un modèle qui s'appelle le Host Leadership, que j'aime beaucoup, et que j'essaye de faire de plus en plus maintenant dans ma mission. C'est faire de ces points d'équipe un moment d'hospitalité. Je pense qu'on a tous été à un moment, on a tous dû gérer une soirée, un moment d'échange, etc., avec des amis, avec de la famille. On a tous été un hôte, en général. C'est l'idée d'être avec son équipe en tant que leader, un hôte de soirée. C'est le host leadership où on est ensemble, en équipe, et il y a un hôte, le leader, qui est là et qui va essayer de faire en sorte que ça se passe un peu comme une soirée. Il y a 6 rôles pour un hôte. D'abord, l'initiateur, c'est celui qui va donner de l'énergie. Un peu comme les facilitateurs, en fait, qui au début donnent de l'énergie au groupe pour après les laisser faire. Là, l'initiateur, il va commencer à réfléchir avant à comment il va faire le point, commencer à aller discuter avec les personnes pour voir les besoins, etc. Bref, c'est celui qui fait le premier pas, celui qui donne le là au début. Il y a aussi l'inviteur comme rôle possible. Donc, par exemple, en tant que leader, vous pouvez être quelqu'un qui invite solennellement, enfin, j'utilise le terme solennellement, mais c'est l'idée. Réfléchissez à comment est-ce que vous pourriez inviter comme si c'était une soirée, en fait, tout en gardant le côté professionnel derrière. C'est réfléchissez en mode invitation. J'invite quelqu'un à ce point. Qu'est-ce que je devrais faire pour les inviter, comme je ferai avec des amis, avec de la famille? Il y a le créateur d'espace. Alors avec le Covid, on est tous plus à distance, mais on peut très bien le faire à distance aussi. C'est créer l'espace. C'est créer comment est-ce que vous allez faire pour faire en sorte que les gens puissent se parler entre eux. Par exemple, en présentiel, c'est mettre des petites tables, des petites chaises, etc. Ou pas de chaises pour avoir tout le monde debout, peut-être. À distance, ça peut être tout simplement avoir des rooms. C'est extrêmement important en tant que dans la facilitation en général, même dans le leadership, de pouvoir séparer les personnes en petits groupes, parce que souvent on a des équipes de 10 personnes, de 8 personnes, c'est déjà gros. Les séparer en petits groupes de 2, de 3, de 4 pour les permettre de se réfléchir ensemble par rapport à des objectifs. Donc c'est l'idée du créateur d'espace. Le portier, j'ai pris Gandalf, you shall not pass, c'est essayer de voir toutes les choses négatives, on peut dire, toutes les choses que vous ne voudriez pas, comme un hôte de soirée, que vous voudriez pas avoir dans ce point. Par exemple, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui dévie ou qu'il y a quelqu'un qui laisse son ego trop parler par rapport à ça, d'intervenir comme un portier, en fait, de bloquer ça et de rediriger vers quelque chose vers une meilleure discussion pour que la soirée se passe mieux. Il y a le connecteur aussi, la personne qui va essayer de faire relier les personnes ensemble, par exemple en les mettant en petits groupes, en faisant des ateliers, ça peut être des icebreakers, mais c'est plutôt des ateliers, tout simplement, pour essayer de connecter les gens ensemble. Et enfin, le coparticipant, c'est-à-dire celui qui est avec les personnes et qui participe avec les personnes, qui participe aux discussions, qui donne aussi son avis, etc. Donc, le host leadership, en fait, il a ces 6 rôles possibles. Et l'idée, c'est de changer de rôle, s'adapter, on revient à l'adaptation, en fonction de ce qui se passe. Donc, c'est vraiment penser vos points d'équipe comme une soirée. Vous pouvez déjà commencer, par exemple, si vous faites des rétrospectives, c'est un bon moment, ou des plannings, moi je trouve ça encore mieux pour des plannings, pensez ça comme un hôte de soirée. Pareil pour les revues, je pense beaucoup aux product owners, aux devs aussi, qui font des revues de sprint assez souvent. Pensez storytelling, pensez présentation, en fait, tout simplement. Vous prenez pas la tête, faites quelque chose de simple, mais pensez à présenter quelque chose pour que les gens se sentent avec une certaine hospitalité dans la salle, même à distance. Il y a aussi 4 lieux où on peut être dans le leadership de l'hôte. C'est dans la cuisine, le jeu, donc en train de travailler, moi, sur qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire, c'est l'introspection. En fait, ça peut être pendant le point, avant le point aussi. Je suis dans la cuisine, je mijote, je suis en train de réfléchir à ce que je vais leur préparer ensuite. Sous le feu des projecteurs, c'est le moment où on parle. Quand on est sous le feu des projecteurs, c'est le moment où, par exemple, quand on est un initiateur, on va dire, voilà, notre objectif actuellement pour ce point, c'est ça. Voilà les ateliers qu'on va faire derrière. On est dans notre comportement, on est sous les feux des projecteurs. On peut être aussi dans le nous avec les invités, justement à coordonner, à créer ces relations entre les personnes, par exemple en créant des rooms et en allant les voir petit à petit et de voir comment ils vont. Et enfin, dans la tribune, c'est le moment où on observe un peu tout. En fait, on prend du recul, on est dans la tribune, on observe ce qui se passe, on observe les comportements des gens, on observe ce qui se dit,
pour voir si on doit intervenir avec les personnes ou pas, essayer de comprendre un peu comment les gens s'organisent, ce qui se passe, quelles sont leurs problématiques. Et évidemment, l'intérêt, c'est de bouger de manière assez malléable, de s'entraîner à voir où on est. Évidemment, la question que vous pouvez vous poser, c'est en général, vous êtes le plus où là-dedans et vous êtes le moins où. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plus souvent sous les feux des projecteurs ou dans la cuisine? Et comment est-ce que vous pourriez faire pour équilibrer un peu plus ça? Donc ça, c'était sur rapidement développer la culture d'équipe. Et enfin, développer la compréhension des systèmes. On arrive sur la fin, c'est comprendre les comportements classiques des systèmes organisationnels. Comment s'organisent les personnes par groupe? Ça, c'est une question intéressante que Clark Graves, un ancien professeur en sociologie, s'est fait avec des étudiants par rapport à des problèmes à résoudre. En fait, il l'avait donné à des groupes d'étudiants qu'il avait liés par valeurs communes. C'est-à-dire, ils avaient vraiment des valeurs fortes communes, une culture commune. Il les avait mis ensemble, il n'avait pas mélangé les cultures, les valeurs. Et il a fait, voilà des énigmes. Je vous laisse vous organiser comme vous voulez pour résoudre les différentes énigmes qu'il y a. Ça peut être des énigmes, il y avait des épreuves de souvenirs, ce qu'il avait expliqué, il y avait des épreuves physiques ou autres. Donc voilà, il y avait vraiment plein d'énigmes à faire, plein de problèmes à résoudre. Les premiers avaient une valeur d'ordre forte. Quand il y a une valeur d'ordre, les étudiants sont divisés en groupes pour réfléchir, chacun avec son leader, selon un modèle de décision très hiérarchique. Je pense que ça vous rappelle certaines choses. Il disait, Clark Graves, ça fait beaucoup penser au modèle féodal, artisanal, où les gens se mettaient naturellement en hiérarchie, ça pouvait être par rapport à des compétences ou autres. Donc c'est le côté très hiérarchique. Quand il y a une forte valeur de succès, les étudiants ont eu un énorme argument sur comment faire au début. Un leader a émergé, c'est-à-dire il a parlé un peu plus fort, et il a commencé à prendre les décisions. Je pense que ça peut vous parler aussi pour certains. Quand il y a une valeur d'harmonie forte, les étudiants ont travaillé ensemble en pure collaboration, il n'y a pas eu de leader. Ils sont juste mis à travailler ensemble, sans leader. C'est intéressant aussi ça. Où est le leadership? Et la valeur de liberté. Quand les étudiants avaient une valeur de liberté forte, ils avaient un leadership mouvant. Les étudiants ont choisi comme leader le meilleur pour la tâche donnée, puis ils ont élu le meilleur pour la seconde tâche et ils ont changé à chaque fois avec un leadership extrêmement mouvant en fonction de la tâche donnée, qui était le meilleur pour pouvoir, que ce soit au niveau des compétences, du charisme, que sais-je, du caractère, que sais-je, mais à chaque fois, c'était un leadership qui était extrêmement mouvant. C'est assez intéressant parce que ça voit un peu les différentes structures organisationnelles qu'on a par rapport à la culture qu'on peut avoir. Et deux erreurs typiques en management encore d'après Graves. Donc ça, c'est cette étude, elle était dans les années 70. C'est encore très d'actualité. La première chose, c'est essayer de changer les croyances et les façons de se comporter des personnes dans l'entreprise pour être en ligne avec la culture existante. Est une erreur pour lui. Donc changer les croyances, changer les valeurs des autres, plutôt que manager les personnes comme elles aimeraient être managées. C'est-à-dire s'adapter à la personne. Ça, c'est, vous pouvez lire l'article de Graves, il est disponible. Vous tapez Clark Graves, The Futurist. Très, très intéressant comme article pour essayer de comprendre comment les personnes s'organisent et comment nos valeurs changent, en fait, avec le temps. Et donc, là, on était encore un peu dans la culture. On va repartir sur le E, les 4 grands types d'organisations. Je me suis inspiré de Reinventing Organizations. La hiérarchique, donc valeur d'ordre. L'entreprise a une structure très hiérarchisée, procédurale, qui a tendance à peu bouger. La matricielle, l'entreprise a une structure en matrice pour répondre aux différents objectifs internes, très orientés objectifs et résultats. Là, on est très dans le genre multinational, Coca-Cola, etc. C'est des bels exemples d'entreprises matricielles parce qu'ils ont plein d'objectifs internes différents et donc ils ont dû se créer plein de groupes matriciels en fait pour pouvoir répondre à ces différents objectifs. Là, on est très dans l'entreprise qui a une valeur de succès forte. La partie en groupe, on peut dire à la limite en cercle, c'est une entreprise composée de groupes, de guildes, si on préfère, recherchant l'harmonie et le partage. Il y a peu de hiérarchie, et il y a aussi peu de leadership. C'est ça qui est assez intéressant dans ces types-là. C'est plutôt les associations, les ONG, certaines startups, etc. Les entreprises libérées, c'est très émergent. C'est plutôt une entité vivante, il n'y a pas de peur, c'est un peu la logique de l'entreprise libérée. Il y a une liberté d'action totale de chacun, tant que ça n'entrave pas le reste de l'entreprise. C'est dans son livre Reinventing Organizations, il disait, pour une entreprise libérée, la seule faute grave, c'est quand quelqu'un fait une action et ne dit pas à une personne qui est touchée par cette action qu'il va la faire.
parce que forcément, ça va toucher une autre personne. Rapidement, je vais vous parler un petit peu de systémie, de diagramme systémique, mais c'est juste pour vous donner une petite idée et pour voir un peu si ça vous intéresse par rapport à ça. Je vais même vous donner un outil sympa pour pouvoir les créer extrêmement facilement, que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, je le sais, il y a quelques années, et je l'ai redécouvert. La systémie, c'est essayer de comprendre les causes et les réactions des choses. Par exemple, là, c'est un archétype assez connu. C'est à des personnes, on donne du succès aux personnes qui ont du succès. L'hypothèse, je suis manager, hein, Bertrand, il a plus de potentiel que Thomas. Il a mieux réussi en premier et j'ai un budget de formation qui est assez limité. Donc, je vais donner plus de formation à Bertrand qu'à Thomas. Voilà l'idée de base. Si je donne plus de formation à Bertrand qu'à Thomas, je donne plus de ressources à Bertrand puisqu'il a plus de formation. Donc, le succès de Bertrand, vu que c'est lié, plus de ressources, plus de succès, il y a un lien de cause à effet, fait que je vais donner encore plus de formation à Bertrand plutôt qu'à Thomas parce qu'il réussit encore plus. Et puis à l'inverse, à Thomas, on lui donne moins de ressources. Donc même si on lui donne moins de ressources et que les ressources c'est lié au succès, en fait, au final, ce qui va se passer, c'est que c'est un cercle vicieux. À Thomas, on va lui donner beaucoup moins de ressources, on va lui donner beaucoup moins de formation. Donc c'est une boucle exponentielle, en fait, un cercle vicieux, où on va donner de plus en plus de choses, beaucoup plus de possibilités de succès aux personnes qui ont déjà du succès. C'est un archétype assez connu dans la pensée système. Mais je vais vous en donner un autre qui va vous parler dans le monde de l'informatique. C'est un exemple abstrait de mes possibles qui arrivent. Le problème, c'était l'objectif, c'est on veut finir dans les temps un projet qui est déjà en retard. Donc, c'est le rouge en haut. L'hypothèse, c'est que la vélocité, elle n'est pas assez élevée pour finir le produit dans les temps qui est donné au CEO, donc on stresse. Donc, on va augmenter le nombre de pressions orales aux développeurs et aux PO, aux équipes donc. Sauf que pour les devs et pour les PO, l'hypothèse, c'est que pour finir vite les features sans écrire de tests unitaires, ça va augmenter la vélocité. Et on espère ça va calmer le management, on en a marre, qui nous parle autant. Semblerait-il qu'il y a eu un certain produit assez connu qui s'appelle Microsoft Word, qui s'est malheureusement fait de cette manière et qui a été assez catastrophique au début. Donc, effectivement, si on n'écrit pas nos tests unitaires, rapidement, quick fix ici, on va mettre des features en prod. Donc, on va augmenter la vélocité. Lien de cause à effet, super. La vélocité, elle augmente petit à petit. Top. Sauf que, à côté, il y a une autre cause derrière qui va arriver, c'est que notre definition of done, elle va pas être tout en bas, elle va pas être respectée beaucoup. Donc, on va avoir plus de bugs qui vont arriver. Et petit à petit, donc avec un délai, c'est pour ça que j'ai mis 2 barres ici, ça veut dire que ça met du temps pour que la vélocité diminue, que les bugs, vraiment, plus il y a de bugs, petit à petit, plus la dette technique va être énorme, plus la vélocité, la vitesse de travail va diminuer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quoi qu'il arrive, on va quand même continuer à mettre de la pression orale aux devs et aux PO, parce qu'au début, certes, on mettait des features en prod plus vite et la vélocité augmentait. Oui, donc ça veut dire que ça marche de mettre la pression. Donc on va mettre encore plus la pression. Et que la vélocité après diminue, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Repression derrière. On est dans un vrai cercle vicieux assez classique de pas mal de projets en informatique, de nouveaux produits en informatique que j'ai pu voir. Et ça, c'est le paradoxe qui dit aller plus vite, c'est aller plus lentement. En général, bien souvent dans les projets informatiques, quand on veut aller plus vite, au final, on va plus lentement, ce qui est un vrai paradoxe. Il y a un outil très simple à utiliser sur ncase.me Loopy. Donc, vous pourrez regarder, ça s'appelle Loopy. C'est un outil qui permet justement de créer très facilement ce genre de diagramme. En fait, donc, en tant que manager, Scrum Master, PO, développeur, vous pouvez essayer d'utiliser cet outil par rapport à des problématiques que vous voyez actuellement. Et après, dans l'intérêt, l'outil en soi, il n'est pas si intéressant. L'intérêt, c'est de pouvoir en discuter avec vos équipes et d'essayer de voir s'il n'y a pas des nouvelles idées, des nouvelles actions qui pourraient émerger. C'est un outil qui est vachement sympa. Et bien sûr, connaître les normes et les lois qui gouvernent le système relationnel et technique en IT, ça peut aussi être un bon départ pour les comprendre. Donc, il y a une adresse au programmador Empirical Laws of Software Development qui existe. Et c'est une personne, en fait, qui a mis toutes les lois empiriques connues en un seul endroit, de toutes les lois de l'informatique. Une des plus connues, je l'ai représentée ici, c'est la loi de Brooks. Rajouter des développeurs sur un projet déjà en retard le rendra encore plus en retard. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'informatique, c'est complexe. Le travail informatique, il est complexe.
Donc, en fait, il est lié à nos discussions, notre communication. Si vous avez 3 personnes, vous avez 3 liens de communication dans une équipe. Si vous avez 7 personnes, vous avez 21 liens possibles de communication. Si vous avez 11 personnes, vous en avez 55 possibles. Donc, plus vous rajoutez de personnes, pour ça que je parlais de petites et de moyennes équipes, l'agile, c'est ça, c'est des petites et des moyennes équipes. Plus vous rajoutez des personnes, plus vous prenez de risques, justement, augmenter cette complexité, Et je disais, le but, leadership agile, c'est de la simplifier. Donc ça, c'était pour les 4 parties. Derrière, il y a plein d'autres choses à voir sur le leadership agile, sur le leadership en général, sur l'agilité en général, sur plein d'outils qui vont vous permettre de créer cette sécurité psychologique. Et je vais vous donner quelques bouquins, quand même, pour chacune des parties. Je reprends cette vision intégrale pour pouvoir essayer de vous développer. Le premier, c'est l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, donc pour mieux comprendre ses émotions en tant que manager, en tant que leader. La communication non violente au quotidien, qui est un bouquin très pratique, très petit, très facile à lire, sur comment mieux communiquer et s'entraîner justement à cette communication non violente. Pour la partie création d'objectifs, je me suis beaucoup inspiré donc du livre de John Whitmore, Le coaching pour la performance, qui est un très 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 bon bouquin de coaching et aussi pour les bases du coaching surtout, et aussi de leadership. Il y a beaucoup de passages sur le leadership extrêmement inspirants et concrets. Et si vous n'avez jamais eu de formation et que vous êtes propulsé dans un poste de manager ou de leadership, le Manager Minute, ça se fait assez facilement. Ça donne une bonne idée des compétences à avoir, en général, pour un manager, pour un leader. Pour le leadership de l'autre, le Host Leadership de McCago et de Helen Bailey. Et je vous avais parlé un peu de culture, des travaux de Graves. Si ça vous intéresse plus dans le détail, il y a la spirale dynamique, comprendre comment les hommes s'organisent et pourquoi ils changent, qui est un modèle très intéressant. Entre la culture et la structure, réinventons les organisations, qui vous donne justement un peu d'ouverture de chakra, même si c'est une capture d'écran de certaines entreprises libérées, elles ont forcément changé. Ça se trouve, certaines d'entre elles ne le sont plus. Ça donne au moins une idée de ce qui s'est fait un peu à côté. Ça peut être inspirant. Pour la pensée, les diagrammes de système et la pensée en système, l'excellent Thinking in Systems de Donella Meadows, qui est vraiment pour comprendre vraiment ce qu'est penser les choses de manière système, voir les choses comme des causes et des effets, c'est la base en fait. Et si vous êtes intéressé par toutes les problématiques de paradoxe ou autres, il y a le livre de Watzlawick, Changement, qui est aussi extrêmement intéressant même pour un manager. Parce qu'il y a des cas justement de management par rapport à ça. C'est pas que je sais, il y a le mot psychothérapie, ça peut faire peur, mais en fait, oubliez ça et juste lisez-le avec un regard ouvert. C'est un bouquin qui permet vraiment de comprendre un peu pourquoi on se comporte de telle manière, pourquoi les autres se comportent de telle manière par rapport à nous. Il y a vraiment des choses par rapport à ça en tant que manager, leader, c'est toujours quelque chose qui est utile. Et pour finir, je finis par une citation de Paul Watzlawick qui, pour moi, est l'une des citations les plus importantes pour tout ce qui est produit informatique. On ne peut pas ne pas communiquer. Si vous êtes silencieux, vous communiquez. Si vous parlez, vous communiquez. Si vous bougez, vous sortez d'un call, vous communiquez. Toutes les choses que vous faites et que vous ne faites pas, c'est de la communication. Donc, si l'idée, c'est comment est-ce que vous pouvez faire pour fluidifier au maximum cette communication avec vos équipes. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. Et je vous remercie. Merci Benjamin. Du coup, il y a eu 2 questions qui sont apparues pendant ta présentation. C'est au niveau de l'intelligence émotionnelle, sur les niveaux d'intelligence émotionnelle. Oui. C'était une question qui était revenue, c'est est-ce qu'il est possible de rester au niveau 7 tout le temps? Alors, c'est une excellente question. Bon courage pour rester tout le temps au niveau 7. Moi, je ne le suis pas. L'idée, c'est vraiment de se dire déjà comment est-ce que je peux évoluer par rapport au cas où je suis. C'est-à-dire, est-ce que j'utilise 80% de mon temps le niveau 4, par exemple, je suis plutôt dans ce niveau-là, et 20% de mon temps le niveau 5. Et comment je peux me dire, comment je peux améliorer cette communication non violente, comment est-ce que je peux m'en rendre compte. Le niveau 7, c'est vraiment pour vous donner vous parlez de rêve, justement, un peu un rêve par rapport à ça, un peu un guide, mais pensez réaliste. Pensez plutôt, je suis où maintenant, vers où je devrais aller un peu plus après. Donc non, on peut pas, de mon point de vue, peut-être qu'un jour on pourrait, mais je pense que c'est des personnes qu'on pourrait appeler des illuminés,
mais dans le bon sens du terme. Il y avait également une question concernant la culture d'entreprise. Est-ce qu'elle doit être co-créée avec les collaborateurs ou bien proposée par la direction? Pour moi... Je vais terminer la question. Si on choisit la co-création, est-ce qu'on ne favorise pas l'individualisme en même temps? C'est une question large sur la culture d'entreprise. Au début, je vais être tenté de répondre je ne sais pas, pour être tout à fait sincère. De mon point de vue, je pense que ça doit être une co-création des deux côtés. C'est-à-dire que ça doit être... effectivement, au début, la culture d'entreprise, c'est une vision. Je reprends l'exemple d'Alistair Cockburn. Donc la légende dit qu'il a dit ça au CEO de l'entreprise pour essayer justement de faire une première étape pour changer la culture. La culture, c'est un ensemble de valeurs et il y a des sous-cultures qui se créent, des sous-systèmes qui se créent. Donc c'est quelque chose de particulièrement complexe. Donc en fait, j'ai envie de dire, je ne sais pas. Je saurais pas dire comme ça, je saurais pas vraiment répondre à la question. Je suis désolé, c'est quelque chose de vraiment très complexe. Pour moi, de mon point de vue, ça doit venir à la fois de la direction et à la fois de la co-création. Forcément, il y a un côté individualiste derrière. Forcément, il y a un peu des deux. Il y a une question de Loïc qui est pour les rôles du host, on est d'accord que dans la même soirée, on alterne entre les 6 rôles? Oui, c'est l'idée d'essayer d'alterner entre ces 6 rôles parce que tous ces rôles sont complémentaires. Si jamais il y a un rôle que vous ne faites absolument pas, par exemple, moi je vois beaucoup de facilitateurs qui sont jamais co-participants. En fait, ça peut même être frustrant pour la part des équipes et on souvent qui disent pourquoi il est là en fait, etc. Et pourtant des fois on peut avoir aussi son mot à dire. Je rappelle là, on n'est pas en mode coach où le coach est vraiment complètement neutre. Le facilitateur peut des fois avoir des moments où il peut intervenir. Donc là, on parle vraiment plus le host leadership, c'est plutôt leadership. D'accord. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, tant que je suis là. Et j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelques petites choses. Écoutez, s'il y a pas de questions, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous souhaitez en savoir plus sur le leadership, on a une date de formation deux dates de formation qui sont programmées avec Benjamin pour cela, qui auront lieu les 11 et 12 mars prochains. Et donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, soit par la page Meetup, soit via notre site eleven-labs.com, et on saura vous répondre et vous aiguiller sur ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous verrez ce qu'on a vu en beaucoup plus précis et vraiment vous aider à encore plus d'outils. Vous aider justement opérationnellement. Eh bien, merci beaucoup à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, merci d'avoir participé à cet événement et on vous recontactera pour les prochains que nous organiserons et on espère vous voir aussi nombreux. Merci beaucoup. À bientôt. Très bonne journée à vous tous.